Aujourd'hui, notre budget n'est malheureusement pas encore atteint. Par conséquent, nous n'avons pas peur de dire que la rébellion est entre vos mains. Il y a quelques semaines, j'avais fait une chronique tout à fait remarquable, comme d'habitude, sur les fraudes aux prestations sociales en m'appuyant sur l'excellent entretien mené par l'excellente Élise Blaise avec le magistrat Prats, grand spécialiste du sujet. Le magistrat nous avait indiqué que le montant total des fraudes était une vaste rigolade, puisqu'il n'était que de 50 milliards d'euros par an. Petit bras, les fraudeurs. Il faudrait vous donner un peu de mal tout de même pour arriver à détourner au moins 100 milliards d'euros par an. Ça aurait tout de même plus d'allure que ces 50 minables milliards d'euros, franchement. Tout récemment, notre très remarquable justice, qui est souvent à la justice ce que l'égorgeur est à l'amour du prochain, notre remarquable justice nous a donné une clé de compréhension de ces 50 milliards de fraudes. Je raconte l'histoire brute de pomme, sans y rajouter des poires ou des bananes, sans fioriture, telle qu'elle s'est passée, sans ajout et sans rajout. Et cette histoire de justice sans le ragoût avarié. Ainsi donc, un monsieur fort sympathique, algérien de son état, escroque une caisse d'allocation familiale de province de 30 000 € environ, en se faisant attribuer des prestations indues. Jusque-là, rien que de très normal, puisque la somme de 30 000 € multipliée par l'infini nous conduit directement aux 50 milliards d'euros de fraude annuelle aux prestations sociales. La caisse d'allocation familiale, qui avait investigué sur le cas de notre Algérien, avait notamment découvert que celui-ci était aussi algérien que moi je suis turc. Il y avait donc, entre autres, escroquerie sur l'identité en complément d'autres déclarations falsifiées. La caisse d'allocation familiale attaque en justice le fraudeur. Et là, il n'y a rien de normal. Nous sommes dans un cas tout à fait anormal, puisque les fraudeurs fraudent généralement dans l'impunité la plus totale. Donc, la caisse d'allocation familiale agit de façon anormale par rapport au contexte français actuel. Ça, c'est plutôt momoche. Elle ne peut pas s'écraser, cette caisse. La justice est donc saisie, et pour d'obscures raisons qu'il est inutile de préciser ici tant elles sont lamentables, absout totalement le fraudeur algérien, qui n'est pas algérien, fraudeur qui pourra conserver bien au chaud ses 30 000 € volés aux cotisants français et qui, en plus de cela, au diable les varices, se voit attribuer 5 000 € de dommages et intérêts. Et là, il n'y a rien que de très normal. Ouf, nous respirons. La justice française démontre une nouvelle fois son sens inné de la justice, qui consiste en un laxisme absolu envers toute personne d'origine étrangère et qui consiste à condamner sévèrement toute institution osant s'attaquer aux personnes étrangères. À bon entendeur, salut. Je vous souhaite une très bonne soirée. Quelle tragique surprise va nous réserver pour 2023 ce que l'on appelle mensongèrement l'art contemporain. Car lorsque je parle d'un gros mensonge au sujet de ce pseudo-art en général dégénéré, je veux simplement dire que l'art contemporain est à l'art ce que le jus de boudin est au grand cru bordelais. Alors, que vont-ils nous sortir de derrière les fagots, ces soi-disant artistes de cet art généralement dégénéré ?
Nous avons eu, il y a quelques années, au pied de l'exceptionnel château de Versailles, l'ignoble création d'un artiste de troisième zone exhibant une monstrueuse construction en béton de plusieurs dizaines de mètres de long, pompeusement appelée le vagin de la reine. Pour cet artiste de troisième zone, qui en fait n'est pas du tout un artiste, mais simplement un constructeur de grosses pièces en béton innommables, il s'agissait de souiller autant qu'il le pouvait l'ordonnancement d'exception, la construction féerique de ce château sublime. Je pourrais multiplier à l'infini les exemples de ces fabricants d'immondices dont le seul but est de déconstruire notre belle culture française. Eh bien, pour 2023, je l'avoue, je crains beaucoup pour Notre-Dame de Paris. Car l'Église de France a décidé de se passionner pour l'art contemporain pour de sombres raisons. Qu'il ait fallu des dizaines d'années à des milliers d'artisans et d'artistes de premier plan pour construire ce merveilleux édifice ne compte sans doute pour rien dans les cerveaux des hommes d'église chargés de remettre en état l'intérieur de la cathédrale. Il faut faire moderne, il faut faire insignifiant, il faut faire moche si possible, il faut montrer que l'église est d'avant-garde, qu'elle est proche des gens. Prenons l'exemple de la merveilleuse cathédrale d'Amiens, l'une des 2 ou 3 plus belles cathédrales de France, presque intégralement rénovée. Le cœur de la cathédrale est une beauté telle que n'importe quel visiteur, catholique ou pas, ne peut qu'être touché par une telle splendeur. C'était trop. C'était too much en anglais, c'était Ich bin Berliner en allemand, c'était Glaglo mucho en patagon. Les responsables de la cathédrale ont jugé bon d'installer devant ce cœur sublime une table-autel qu'ils ont dû acheter au chiffonnier d'Emmaüs, des chaises et fauteuils trouvés dans une brocante du coin, tout cela posé sur une estrade fabriquée en 2 heures par la menuiserie la plus proche. Ainsi, ce chœur admirable, probablement réalisé en plusieurs années par une série d'artistes de premier plan, est souillé par un nouveau chœur installé en quelques heures par les adeptes des chiffonniers d'Emmaüs. C'est ce qu'on appelle désacraliser à grande échelle, un lieu sacré entre tous. Dans ces conditions, vous comprendrez que votre chroniqueur préféré autoproclamé manifeste une grande inquiétude pour la rénovation intérieure de Notre-Dame de Paris en 2023. Ce qui ne m'empêche pas de vous souhaiter une très heureuse fin d'année et de vous dire à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. La France a peur, la France tremble de peur, la France panique, mais sans le dire, car la France est soumise comme jamais. Elle est soumise à l'ensemble idéologique des forces qui veulent la détruire, à savoir le système politico-médiatique dans son immense majorité, les forces militantes de la franc-maçonnerie, le club réunissant la plus grande partie des ultra-riches, les églises résolument avant-gardistes qui participent dans la joie et la bonne humeur à la déconstruction de la France, et tant d'autres encore. Les Français crèvent de peur, sont majoritairement très inquiets, voire même dépressifs, chuchotent que tout va mal, mais n'osent rien dire, car s'exprimer publiquement et fortement risque de vous tuer socialement, de vous mettre dans des embarras juridiques, voire même de menacer votre intégrité physique. Le mot d'ordre devient donc « subissez et taisez-vous ». Je ne parlerai pas ce soir de la violence quotidienne dont on sait d'où elle vient majoritairement, nous en parlons si régulièrement qu'il est inutile de repasser le plat. En revanche, je voudrais évoquer 2 cas de soumission ordinaire qui révèlent à quel point notre France est affaissée. Le premier cas concerne un très grand hôpital des Yvelines qui ne dit rien lorsque des femmes de service, des infirmières et même des femmes médecins réalisent leur travail en étant voilées. Il s'agit là d'un scandale inadmissible à titre juridique, puisque la loi interdit cette tenue vestimentaire dans les hôpitaux, et moralement inadmissible, puisque ces femmes musulmanes manifestent publiquement leur religion auprès du personnel, des malades et des visiteurs. Une plainte est en train d'être constituée pour faire cesser ce scandale. Le second cas concerne l'éducation nationale. Nous savons depuis longtemps que les professeurs ont une peur panique de leurs élèves musulmans et on les comprend car la sinistre affaire Paty n'est pas faite pour les rassurer.
Eh bien, monsieur, dame, un tout récent sondage révèle que la moitié des professeurs ne dit rien lorsque les élèves portent des tenues islamiques, et notamment le voile à l'intérieur des établissements scolaires. Et dans les zones d'éducation prioritaire permettant aux élèves de bénéficier de conditions d'enseignement extraordinairement coûteuses et extraordinairement élaborées, les 2/3 des professeurs ne disent rien lorsque les élèves portent des tenues islamiques, et notamment le voile. Scrooge de bling boom scratch. Ça, ma bonne dame, c'est ce qu'on appelle de la soumission à l'état pur. Et il y a un double effet à cette soumission à l'état pur. Du côté des enseignants, on en parle en chuchotant et en se disant qu'il faut surtout écraser l'affaire pour garder sa tête sur les épaules. Et du côté des musulmans, on en parle haut et fort en s'exclamant que si l'on gagne la bataille du vêtement islamique, l'on gagnera évidemment la bataille de l'islamisation de la France. Il devient donc de première urgence que la peur et la soumission changent de camp. Je vous souhaite une très bonne soirée. Chers amis téléspectateurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'ai fait devant vous le serment de ne jamais oublier Lola, petite fille martyre horriblement massacrée par une Algérienne que j'ai qualifiée dès le premier jour de diabolique, en opposition complète avec le système politico-médiatique qui n'a cessé d'asséner dès la première heure de cet épouvantable drame toute une série de mensonges, puisqu'il fallait à tout prix édulcorer l'affaire, bien sûr. Le système s'est donc vautré dans la boue en inventant toute une série d'affirmations aussi fausses les unes que les autres, mais ayant pour objectif de faire pleurer la France entière, non pas sur Lola, mais sur la pauvre jeune femme qui avait commis cette horreur. Pauvre d'Adam, va! Rappelons-nous ce qui était dit par les médias et par les politiques dès la première heure de cette sauvagerie. La malheureuse Algérienne était une SDF. Elle n'avait manifestement pas tous ses esprits. Peut-être était-elle sous l'emprise de la drogue. Elle vivait dans une sorte d'isolement. Son intégration n'était pas facile. Autant d'absurdités parmi tant d'autres qui n'avaient que pour but de faire plaindre par la France tout entière cette malheureuse Algérienne, en passant autant que faire se peut par pertes et profits la mort atroce de la petite Lola. Dès le départ de cette affaire, nous nous sommes attelés à la recherche de la vérité et nous avons immédiatement su que l'Algérienne n'aurait jamais dû être en France, n'était pas du tout SDF, était au contraire tout à fait branchée, utilisait à grande échelle les réseaux sociaux sur lesquels elle jouait aux mannequins déjantés et parfois dénudés, avait manifestement tous ses esprits, ne vivait pas du tout isolée, n'était apparemment pas une droguée inconditionnelle. Et voilà que vient de tomber le rapport psychiatrique la concernant. Comme nous l'avons dit dès le premier jour, la diabolique est parfaitement saine d'esprit, mais simplement ultra-violente. Comme cette violence extrême est assez rare chez une jeune femme, je n'hésite pas une seconde à employer le seul mot qui vaille, cette fille est totalement diabolique. Et puisqu'elle est saine d'esprit, son procès va se tenir aux assises. À titre personnel, je ne peux que m'en réjouir, car si elle avait été reconnue malade psychiatrique, elle aurait probablement vécu une sorte d'enfermement dans un hôpital psychiatrique duquel elle serait sortie probablement rapidement pour recommencer à massacrer sans doute. Pour un acte à ce point monstrueux qu'il est inqualifiable, nous ne pouvons que souhaiter que la diabolique termine ses jours en prison. Nous savons qu'elle ne devait pas être en France, puisse-t-elle regretter jusqu'à sa mort de ne pas être restée en Algérie comme cela aurait dû être. Je continuerai à vous parler régulièrement de la petite Lola que nous ne devons jamais oublier. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Sur cette excellente chaîne de TV Liberté, l'un de nos maîtres mots est le mot rébellion. Avec un seul mot d'ordre, résister quotidiennement autant que faire se peut à la place où nous sommes. Cette résistance, cette rébellion, qu'elle soit nationale ou locale, revêt une importance considérable car l'on ne peut rester les bras croisés en train de contempler avec distance la déconstruction générale de notre pays. À cet égard, je voudrais évoquer ce soir le geste courageux d'un Parisien qui aurait pu se contenter de contempler avec distance l'une des grandes destructrices de notre pays, j'ai nommé Anne Batté, Hidalgo Gogolito, reine de Paris et de la ratitude. Ainsi, il y a quelques jours, Anne Batté pérorait dans une rue de Paris, entourée évidemment d'un service d'ordre pour la protéger de la populace et des sans-dents. Comme toujours, l'Hidalgo Gogolito affichait la mine suffisante de la politicarde qui, à défaut d'être plébiscitée par les Français, qui lui ont accordé péniblement 1% d'intention de vote au présidentiel, est plébiscitée à 100% par un océan de rats qui peuvent enfin investir tout Paris sans qu'ils risquent quoi que ce soit. Anne Batté pérorait donc d'importance, toujours satisfaite, toujours heureuse, toujours émerveillée par sa politique de déconstruction méthodique de ce qui était notre sublime capitale. Et soudain, à quelques mètres d'elle, un homme courageux crie à voix forte « Vous êtes la honte de la France, nous avons mis 2 siècles à bâtir cette merveilleuse capitale, vous la détruisez, vous êtes la honte de la France ». Et il répète sa formule avec sa voix puissante. La Gogolito, sachant qu'elle est protégée, ne répond pas, se tait et continue à afficher son sourire de gagneur. L'homme courageux est évidemment violemment écarté par les nervis chargés de la protéger. Eh bien moi, je trouve que cet homme est très courageux, car il a pris tous les risques. Risque d'être violenté par les nervis, qui généralement n'y vont pas de main morte, notamment dans une telle situation. Risque d'être emmené au commissariat le plus proche, pour une garde à vue pouvant durer 24 heures dans des conditions en général désastreuses. Risque de faire la une des médias du système pouvant aboutir à une sorte d'exclusion sociale de la part de son environnement. Vous allez peut-être me dire, tout ça ne sert à rien. Eh bien moi, votre chroniqueur préféré autoproclamé, je le dis et je le proclame, tout acte de résistance est bon à prendre et l'acte de résistance de ce monsieur m'a semblé tout à fait important. Car Anne Batté n'oubliera jamais qu'elle a été publiquement traitée de honte de la France. En quelque sorte, je laisse la conclusion de cette chronique à Ségolène Royal. Ce jour-là, la bravitude a triomphé de la ratitude. Je vous souhaite une très bonne soirée.